celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui vont me voir plus tard sur YouTube lors du replay, je m'appelle Alice Vacchi, je suis business analyst depuis 2008. Je suis également blogueuse puisque j'ai un blog Best of Business Analyst qui est lancé depuis un peu plus de 2 ans, dans lequel je partage mes bonnes pratiques. J'ai ouvert également une école en ligne pour aider les business analysts débutants ou en poste à se former à leur métier. Donc c'est du 100% e-learning, ça débute, il y a une masterclass et il y a une mini formation que j'ai lancée, mais je vais augmenter le catalogue et puis j'ai également prévu de travailler avec d'autres formateurs qui ont des compétences que je n'ai pas pour vous aider à avoir le plus possible de formations disponibles. Je suis également membre du conseil d'administration de l'IIBA, International Institute of Business Analysis, qui est le schéma de certification de l'analyse métier, et moi je suis au chapitre français, puisque chaque pays peut avoir une sorte de filiale, si vous voulez, dans son propre pays. Je crois qu'il y a 120 et quelques pays qui adhèrent à l'IIBA actuellement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter de mon blog, n'hésitez pas à vous inscrire, comme ça vous recevrez des informations toutes fraîches toutes les 2 semaines à peu près, avec des articles, des vidéos, des événements, plein d'informations sur la business analyse. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, et puis sinon bienvenue à toutes celles et ceux qui n'ont pas envie de s'abonner, c'est pas grave, c'est ouvert à tout le monde. Alors aujourd'hui, la question, c'est comment animer des ateliers avec ses contributeurs. Je vous ai dit, c'est un sujet qui est délicat, même si, a priori, on peut se dire c'est le fonds de commerce du business analyst d'animer des ateliers, mais vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Donc, à mon habitude, je vais vous faire un petit plan pour que ce soit bien structuré. La première chose que je voudrais vous aborder, c'est les licitations. Qu'est-ce que c'est? Alors, une brève introduction, le but c'est pas de vous faire un cours complet, mais c'est vraiment une brève introduction à ce qu'est les licitations, puisque l'animation d'atelier travail, c'est une technique des licitations. Ensuite, je vais vous parler en deuxième partie de l'atelier travail, workshop en anglais. Alors, vous verrez que j'emploie souvent le terme de workshop, c'est par abus de langage, je ne sais pas pourquoi, j'emploie souvent ce terme anglais, parce que je l'ai entendu aussi souvent, et que souvent, en tant que business analyst, on parle anglais, ou on écrit anglais, donc c'est un terme, voilà, moi je dis workshop, mais c'est atelier de travail, c'est la même chose. Donc le workshop, définition et objectif. En troisième partie, je vais parler de l'animation d'un atelier de travail, comment on fait cette animation-là. Et puis, en quatrième partie, je vous ai listé 9 erreurs à ne pas commettre quand on fait un atelier de travail. J'en ai relevé 9, il y en a sans doute beaucoup plus, mais moi, c'était les 9 erreurs que j'ai personnellement faites et qui ne sont pas forcément évidentes à corriger, donc je voulais les partager avec vous. Alors, les licitations. Première chose à comprendre, qu'est-ce que c'est que les licitations? C'est en fait un terme qui a été introduit par l'IIBA, dont j'en ai parlé en introduction, International Institute of Business Analysis, qui est le schéma de certification historique des business analysts qui a été créé en 2004 à Toronto au Canada. Donc les business analysts, ils se sont réunis autour d'une table, si je puis dire, et puis ils ont dit, voilà, on va partager nos bonnes pratiques et on va créer une association pour faire en sorte que ça professionnalise un petit peu notre profession. Et c'est ce terme d'élicitation qui a été retenu à l'époque. Alors, ça vient d'un terme anglais, donc effectivement, le Canada, c'est assez anglophone. Même la partie québécoise qui parle plus français que nous, les Français de France. Et élicitation, pourquoi j'aime bien l'utiliser? Parce que ça permet de ne pas restreindre la notion de collecte de l'information ou de recueil de besoins à une simple prise de notes. Et ça, c'est une erreur que font souvent les business analystes débutants, c'est de penser que quand ils vont aller recueillir des besoins, ils se mettent à côté de leurs contributeurs et ils prennent en note ce qu'ils entendent. Et c'est pas ça du tout, les licitations. C'est quoi cette élicitation? C'est une activité qui permet de recueillir une information exhaustive, fiable, vérifiée et consensuelle, donc auprès des contributeurs de votre projet. Alors, je vais reprendre chaque adjectif, c'est important. Donc, recueillir une information exhaustive, ça parle à tout le monde, ça veut dire complète, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que, surtout quand on ne connaît pas le sujet métier, comment savoir que, en tant que business analyst, vous êtes sûr de recueillir toute l'information, tous les besoins existants pour après concevoir la solution cible, qu'elle soit informatique ou pas informatique. On ne sait pas en fait, puisqu'on ne connaît pas le sujet. Et même vos contributeurs eux-mêmes ne savent pas répondre à ça. Donc bien entendu, il y a des techniques, il y a des méthodes pour faire ça, pour faire émerger les besoins non exprimés, latents, cachés. C'est évidemment, c'est une forte compétence du business analyst qui s'acquiert avec l'expérience, mais aussi avec beaucoup de formation. Donc ça, c'est la première chose. Une information exhaustive, fiable, parce que tout simplement, quand vous allez interroger vos contributeurs,
parfois c'est pas une information de valeur, peut-être que c'est juste des pratiques qu'ils ont au fil des années, mais qu'en fin de compte, c'est pas ça qu'il faut faire. Et donc en fait, c'est aussi votre rôle en tant que business analyst d'aller vérifier que l'information qu'on va vous donner, eh bien, elle est fiable. Quatrième notion de l'élicitation, c'est la notion de vérification. Parce qu'effectivement, vous n'allez pas juste prendre en note. Vous allez aussi avoir tout un processus dans l'élicitation qui consiste à vérifier l'information qu'on va vous donner. Parce que vous allez voir parfois sur certains sujets, un contributeur X va vous donner une information, vous allez voir après un autre contributeur, il va vous donner une information totalement contradictoire, et ainsi de suite. Donc vous allez devoir vérifier qui fournit l'information la plus fiable. Et puis également la notion d'information consensuelle. Ça c'est important parce que imaginez que vous mettez en place je sais pas, une solution, un système d'information pour les comptables. Vous êtes dans un grand groupe et vous allez déployer un nouveau logiciel comptable pour la filiale française, la filiale luxembourgeoise, la filiale suisse, la filiale allemande, la filiale je sais pas, québécoise, la filiale marocaine, etc., etc. Vous allez donc éliciter, recueillir les besoins des comptables. Mais bien entendu, vous pouvez tomber sur des contributeurs qui ont des besoins différents parce que localement, ils ont des besoins différents. Peut-être qu'ils ont une compta différente, ils ont des processus locaux, même si c'est dans la même entreprise, qui sont différents. Et donc, vous n'allez pas pouvoir prendre en compte chacun des besoins pour créer une solution sur mesure pour chacun. Votre rôle, c'est de faire en sorte que la solution elle soit un peu standardisée quand même. Et donc, c'est là qu'intervient la notion d'information consensuelle. Vous allez devoir jouer le rôle de facilitateur pour faire en sorte que la solution finale que vous allez proposer et concevoir, eh bien, elle convienne à tout le monde. Alors, il y aura forcément des gens qui ne seront pas contents, il ne faut pas se leurrer. Il y a évidemment, entre guillemets, des pertes, hein, mais il faut faire en sorte que ça soit le plus consensuel possible et c'est votre rôle. Donc ça c'est tout le périmètre en fait de l'élicitation. Donc pour vous redonner la définition exacte, c'est le processus qui permet au business analyst de comprendre le problème de l'entreprise, des utilisateurs, l'opportunité à saisir, les risques à éviter grâce à des interactions qui va mener donc entre lui-même et puis les utilisateurs et les parties prenantes. Les informations en fait que vous allez recueillir en tant que business analyst, elles sont de toutes sortes. Donc vous avez par exemple tout au début, quand vous débutez je sais pas, vous êtes embauché par un nouvel employeur, vous êtes business analyst en interne, vous allez découvrir totalement le contexte de votre nouvel employeur. De même, si vous êtes prestataire d'une société de service, au début, vous connaissez rien, donc vous allez éliciter pour recueillir des informations sur le contexte. Donc au début, c'est très stratosphérique, c'est très général, et puis progressivement, vous allez avoir d'autres séances d'élicitation. Au fur et à mesure que vous allez vous familiariser avec le contexte, ces informations elles vont pouvoir être décortiquées, creusées, analysées et clarifiées. Vous pouvez également recueillir évidemment les besoins métiers, à ne pas confondre avec les exigences de la solution quand on est dans un projet de système d'information. Un besoin métier, il existe même sans solution, quelle que soit la solution plus exactement qu'il y a derrière. Donc vous allez recueillir les besoins métiers, éliciter les besoins métiers, vous allez éliciter les processus métiers, vous allez éliciter des risques et opportunités, vous allez éliciter sur des thématiques métiers diverses, je ne sais pas, des régulations, des normes. Pour donner un exemple précis, quand j'ai travaillé la première fois pour un gros constructeur d'hélicoptères, français, franco-allemand, hein, pour ne pas le citer, je connaissais absolument rien à l'aéronautique, je connaissais rien aux normes de l'aéronautique et j'entendais souvent des termes, mais alors, c'était du chinois, c'était pareil, quoi. Et donc, j'ai dû faire des workshops sur certaines thématiques de régulation aéronautique parce que je devais redéfinir des processus métiers. Et redéfinir des processus métiers quand vous connaissez rien de rien, je vous assure que c'est pas simple, et notamment le jargon et tout ce qui est régulation. Donc au début, vous pouvez faire de l'élicitation par d'autres techniques, par de la lecture de documentation, par des interviews en face à face, et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que l'information que vous recevez, elle est pas cohérente, ou que des informations, voilà, c'est contradictoire. Donc là, vous décidez de mettre en place un atelier de travail, un workshop pour, entre guillemets, mettre tout le monde d'accord sur des définitions communes, des attentes des autorités internationales au niveau de tout ce qui est réglementation. Donc ça peut être un objet de workshop, une thématique. Vous n'allez pas chercher à éliciter un besoin, vous allez essayer tout simplement de comprendre le contexte dans lequel va baigner en fait la solution que vous allez mettre en place, qu'elle soit encore une fois technique, IT, ou un processus, par exemple, métier.
Alors, qu'est-ce que vous allez aussi recueillir dans les licitations comme information? Vous allez recueillir tout ce qui est exigence de la solution. Ça, c'est les projets de système d'information. C'est le plus connu des objectifs de les licitations. Lorsque vous voulez définir les fonctionnalités ou les exigences non fonctionnelles de la solution informatique cible, vous allez éliciter par différents moyens et donc le workshop en fait partie. Vous allez également éliciter par exemple les attentes liées à la continuité de service pendant un déploiement applicatif. Vous passez d'une solution A qui va devenir obsolète et vous allez la remplacer par un nouveau logiciel. Il y a une continuité de service à assurer pour s'assurer que, je ne sais pas, imaginez que vous travaillez pour une banque, vous ne pouvez pas d'un coup dire pendant 2 jours le portail Internet il ne va pas marcher. Il y a une continuité de service à assurer, donc il y a des besoins spécifiques pour cette phase très délicate du go live, du passage du mode projet au déploiement de l'application. De même pour un nouveau processus. Les collaborateurs, il faut qu'ils commencent à l'intégrer et avant que ce soit quelque chose de spontané, d'instinctif. Donc il y a aussi cette notion d'élicitation sur cette phase particulière. Après, ça peut être aussi des attentes en matière de formation. Si on vous dit vous allez former les utilisateurs à un nouveau logiciel, il faut que vous compreniez leurs attentes en matière de formation. Donc tout ça, ça peut faire l'objet d'élicitations. Vous voyez, c'est super vaste. Alors quand est-ce qu'on élicite? Vous avez peut-être compris qu'on élicite tout le temps. C'est une activité qui est vraiment transverse sur une activité de business analyse. Vous élicitez du début à la fin. Alors effectivement, il y a des moments où on élicite beaucoup plus qu'à d'autres. On élicite plus en début de projet que vers la fin. Mais voilà, attendez-vous à avoir une activité quand même très chronophage et très très importante qui est l'élicitations. Donc les licitations, comme c'est une activité très importante et fondamentale pour la réussite des projets, forcément, elle se planifie. Alors elle se planifie, elle peut aussi s'improviser. J'aime bien donner comme lieu des licitations favoris la machine à café ou la cantine, si vous êtes dans une grande entreprise et qu'il y a des cantines, parce que c'est des endroits où en fait vous êtes un peu hors contexte professionnel, où les gens se lâchent un petit peu plus. Et puis, quand on reste un certain temps chez un client, si on est prestataire externe ou si soi-même, en fait, on devient collaborateur, business analyst interne, c'est quand même super sympa de pouvoir échanger avec des contributeurs dans ce cadre-là, un petit peu non officiel, parce que vous allez recueillir plein d'informations et vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'informations qu'on peut recueillir à ce moment-là qui vont impacter votre travail de business analyst et la solution que vous allez concevoir. Donc voilà, élicitations, ça se planifie, mais ça peut aussi s'improviser. Il ne faut pas non plus être trop psychorigide parce que la qualité, parfois, elle dépend de l'improvisation. Alors, les techniques d'élicitations, je regarde l'heure, 12h30, parce que je vais vous parler de gestion du temps. Donc, il faut peut-être que je m'applique à moi-même un principe que j'essaye d'enseigner. Les techniques d'élicitations. Aujourd'hui, on parle de l'atelier de travail. Mais il faut vraiment garder en tête qu'il y en a plein de techniques. Vous avez le brainstorming, les jeux collaboratifs, les analyses documentaires, le sondage questionnaire, les interviews, les analyses d'interface pour les projets de système d'information. Vous avez le design thinking, vous avez donc bien sûr le workshop, l'atelier de travail, vous avez le prototypage, le mind mapping. On peut même mettre les user stories à l'intérieur de techniques d'élicisation, même lorsqu'on n'est pas en projet agile informatique. Donc vous voyez, il y a plein de techniques. Et chaque technique, elle a ses avantages et ses inconvénients. Et en fait, il faut les connaître parce que c'est ce qui vous permet, en les sélectionnant soigneusement, d'atteindre des buts précis. Vous n'allez pas atteindre les mêmes objectifs en faisant, par exemple, une analyse d'interface pour un projet informatique ou un sondage ou encore du design thinking que vous le ferez avec une autre technique. Donc, c'est vraiment important de les connaître pour les sélectionner. Sinon, si vous avez mal choisi, mal sélectionné votre technique, si vous n'avez pas non plus identifié les contraintes de l'organisation, du projet, de la solution cible, de l'environnement dans lequel vous allez pratiquer votre discipline de business analyst, si vous ne connaissez pas non plus vos propres limites, les résultats escomptés ne seront pas au rendez-vous tout simplement. Donc, là, je vais vous parler du workshop en particulier, mais je fais l'hypothèse que vous avez déjà au préalable réfléchi aux différentes techniques d'élicisation que vous voulez mettre en place pour atteindre un objectif précis et que vous avez identifié que c'était l'atelier de travail qui répondait le mieux à ce contexte. Je donne un exemple aussi avant de vous embarquer dans le deuxième partie sur le workshop. Actuellement, avec le Covid, il y a plein de gens qui sont en télétravail. Donc, si ce n'est pas vous, c'est au minimum vos contributeurs. Donc, il faut vraiment savoir qu'il y a des pratiques, des techniques de business analyse et d'élicitations
que vous aurez du mal à mettre en place en ce moment parce que les gens ils sont chez eux, ils sont pas forcément disponibles s'ils ont les enfants en bas âge à la maison et pas très focus. Donc c'est vraiment là que c'est important de réfléchir au choix de la technique et parfois on n'en a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de choix. Faire du design thinking à distance ou des ateliers, même du brainstorming à distance, c'est vraiment compliqué. Parfois on le fait mais on sait qu'on a une dégradation de la qualité qu'on va obtenir. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse pour l'environnement actuel, enfin, le contexte actuel du Covid, mais que vous rencontrerez d'ailleurs dans d'autres contextes si vous avez des interlocuteurs qui sont dans le monde entier et que vous ne pouvez pas voir en face à face. Alors le workshop, deuxième partie, qu'est-ce que c'est? Petite définition et objectif du workshop. C'est donc l'atelier de travail en français et c'est un événement qui est articulé autour de plusieurs contributeurs qui vont travailler ensemble afin d'atteindre un but prédéfini. C'est également un événement qui va se dérouler pendant un temps prédéfini. Il peut être organisé pour planifier des activités, pour faire le cadrage du projet, pour analyser des thématiques métiers, réfléchir aux fonctionnalités de la solution cible, valider la définition des besoins, modéliser les processus métiers, etc., etc. Je vous en ai parlé juste avant. On peut l'utiliser quel que soit, on va dire, l'objectif. On ne peut pas dire, bah tiens, pour les besoins métiers, je vais faire telle technique. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche en fonction de tellement de paramètres que, en fait, au coup par coup, vous allez réfléchir à quelle technique je prends en fonction du contexte précis que je suis en train de vivre. L'atelier de travail permet également de parvenir à un consensus des parties prenantes sur un sujet et de vérifier la pertinence des exigences et de la conception fonctionnelle. Pour reprendre l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur le déploiement d'un logiciel de comptabilité dans plusieurs filiales, vous n'allez pas forcément utiliser, je sais pas moi, une technique de brainstorming ou d'analyse d'interface qui n'a aucun sens pour mettre d'accord tout le monde sur les fonctionnalités. Le workshop est beaucoup plus approprié. Voilà, donc c'est un très bon moyen pour tout ce qui est consensus, approche consensuelle. C'est une technique qui se prépare soigneusement et donc la préparation est très chronophage parce que vous allez choisir soigneusement vos contributeurs, vous n'allez pas inviter n'importe qui. Faites attention parce que souvent quand on débute, on ne connaît pas les gens, on n'est pas les contributeurs et on a tendance à se reposer un petit peu sur ce que dit le chef de projet ou ce que dit le manager quand on dit bah voilà j'ai besoin de faire un workshop sur tel sujet et on va nous envoyer plein de noms de contributeurs, vous ne savez pas qui c'est et en fait si vous n'avez pas analysé soigneusement qui fait quoi et si vous n'avez pas analysé si cette personne était pertinente pour atteindre votre objectif, vous allez vous retrouver avec des tas de gens qui se demandent ce qu'ils font là et qui ne vont pas être impliqués. Ça peut vraiment planter votre atelier de travail et puis vous n'aurez pas les bonnes personnes. Donc c'est très important de préparer soigneusement, de sélectionner soigneusement vos subject matter experts. Donc, SME c'est l'acronyme qu'on utilise beaucoup en fait au niveau de l'IBA pour nommer toutes les personnes en fait qui ont une expertise dans un domaine, que ce soit une expertise technique, une expertise en management, une expertise dans une thématique métier particulière. On appelle ça des SME. En gros c'est vos contributeurs. Important également de préparer la logistique. C'est très chronophage de trouver des salles assez grandes ou pas pour avoir tout le monde avec un rétroprojecteur, avec une connexion à distance, avec je sais pas d'autres contributeurs qui sont peut-être dans une autre filiale, avec peut-être des gens que vous allez faire se déplacer exprès pour l'atelier de travail. Également, vous allez vérifier les équipements un petit peu avant de commencer. Vous allez préparer évidemment les supports de la séance. Vous allez envoyer l'ordre du jour aux participants. Combien de fois je vois des workshops où en fait il y a juste dans l'agenda le créneau et les gens ils savent pas pourquoi ils sont conviés, où il y a juste un titre. Mais mettez-vous à la place des contributeurs qui ont plein de choses à faire dans leur quotidien. C'est d'une part je trouve pas très respectueux de les inviter sans leur préciser ce que ça va être, l'ordre du jour, et d'autre part, c'est des gens qui vont arriver sans être préparés, et vous allez perdre du temps en fait en séance. Donc c'est bien aussi d'inviter les gens, et en plus vous allez avoir des retours. Parfois il y a des gens qui vont pas comprendre pourquoi ils vont venir, et ils vont vous orienter sur une autre personne, ou ils vont inviter à leur place, ils vont envoyer quelqu'un de leur équipe qui est plus approprié. Donc voilà, tout ça, c'est très important de préparer en fait l'atelier de travail pour que le jour J, quand vous allez l'animer, ça se déroule de manière à peu près fluide. Et donc ça c'est ma troisième partie. L'animation de l'atelier de travail. Alors, les éléments constitutifs d'un atelier de travail, quels sont-ils? Évidemment, vous avez un groupe de contributeurs que vous avez, comme je vous ai dit juste avant, bien sélectionné au préalable.
Ensuite, vous avez un business analyst qui a plusieurs casquettes. Il a un rôle de présentateur, d'animateur bien sûr, mais il a un rôle également de facilitateur, il a un rôle de preneur de notes, il a un rôle de chronométreur. Donc, quand je vous dis tout ça, sachez que c'est pas facile d'être avec toutes ces casquettes tout le temps tout seul. Donc, il y a des fois, c'est plutôt deux business analysts ou un business analyst accompagné d'un point focal métier qui accepte d'être, par exemple, facilitateur. C'est plus confortable. Ça peut être, par exemple, le business analyst qui va présenter l'atelier travail et la deuxième personne qui va documenter les débats, qui va documenter les décisions prises si c'est un atelier travail où on prend des décisions, qui va également documenter les points laissés en suspens avec les actions à mener et qui va également chronométrer. Puisqu'encore une fois, un atelier travail, c'est quelque chose quand même qui est très cadré et vous allez emmener vos contributeurs vers un objectif précis. Et pour cela, vous allez donc préparer soigneusement les différentes parties de votre workshop et vous allez chronométrer le temps que vous allez passer dessus. Alors ça, c'était on va dire le côté humain au niveau éléments constitutifs du workshop. Après, vous avez quoi? Vous avez une thématique ou un objectif précis à atteindre, mais vraiment précis. C'est pas je mets tout le monde d'accord sur une solution, enfin, et sur une thématique précise. Il faut vraiment avoir en tête ce que vous voulez obtenir comme résultat précis, sinon vous allez voir que ça va partir dans tous les sens. Ensuite, également le choix d'une méthode de collaboration. Encore une fois, on a déjà réfléchi au niveau logistique, si on était à distance, si on était en présentiel, si c'était mixte, parce que parfois il y a une partie des collaborateurs et des contributeurs qui sont dans la pièce, dans la salle de réunion, une autre partie qui est à distance, d'autres qui sont parfois au téléphone, certains qui ont accès à la vidéo, etc. Donc tout ça, il faut vraiment bien en prendre conscience pour pouvoir animer l'atelier travail de manière la plus fluide possible. Également, il faut préciser les règles du jeu qu'on va édicter en début de séance, je vais vous en parler juste après. Et également, préciser à vos contributeurs les rôles et responsabilités des intervenants. Un tour de table au début, quand ils ne se connaissent pas assez très bien. Vous présenter également, c'est très important pour... faut pas penser que tout le monde se connaît, c'est pas forcément le cas du tout. Et puis de toute manière, ils vous le disent, si ils se connaissent déjà et ils disent non, c'est bon, on se connaît tous. Ok, vous avez peut-être besoin d'avoir un peu plus d'informations. Prévoyez un petit peu de temps en début de séance pour cette étape-là. Et puis bien entendu, un autre élément constitutif, j'en ai parlé, c'est d'avoir des étapes claires qui permettent d'amener le groupe vers l'objectif prédéfini au préalable. Alors, pour s'assurer que tous les participants ont une compréhension commune de ce qui les attend, et de ce qui est attendu d'eux en plus pendant la séance, eh bien le business analyst, il va commencer généralement par décrire l'objectif de l'atelier de travail, il va resituer le contexte, pourquoi est-ce qu'il a invité tout le monde, peut-être qu'il y a un projet, il y a un besoin de changement de l'entreprise, de leur manager, etc. Et puis, vous allez préciser en fait clairement les résultats souhaités pour ce workshop. Et puis, comme tout atelier qui implique l'intervention de plusieurs participants et qui fait l'objet de débats, je vous ai parlé de règles du jeu. Il est vraiment recommandé de les préciser au préalable. Donc, c'est des règles de base, en fait, qui permettent de créer un environnement de collaboration qui soit productif. Alors, les règles de base, c'est par exemple, vous précisez aux contributeurs que voilà, le but, c'est de respecter les opinions des autres. Vous ne serez peut-être pas tous d'accord, mais voilà, c'est une règle de base de ce workshop. Respectons les règles, les opinions des autres. Vous pouvez dire également que tout le monde est censé apporter sa contribution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront plus sur la retenue, des introvertis qui vont rien dire, et d'autres qui vont avoir plutôt tendance à prendre tout l'espace. Eh bien, encourager tout le monde à participer en leur donnant cette règle de base. Vous pouvez également prévenir un petit peu les discussions hors sujet en leur disant, voilà, je connais pas tout le sujet métier, donc je suis pas forcément capable de recentrer le débat au bon moment. Donc il y a peut-être des discussions qu'on va découvrir hors sujet, il faudra qu'on les limite dans le temps, sinon on ne va pas atteindre notre objectif. Soyez clair, transparent, n'hésitez pas à le présenter de cette manière-là. Vous pouvez également préciser qu'on discute des problèmes et pas des personnes, parce que il y a parfois des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de critiquer un tel ou une telle qui est forcément pas là. Donc vous, le but, c'est d'éviter de rentrer dans ce jeu-là et de parler du problème et pas des personnes. Et n'hésitez pas non plus à le dire ainsi. Et puis, vous pouvez également, si vous devez prendre des décisions lors de cet atelier, simplement vous mettre d'accord au préalable sur la manière dont les décisions seront prises pendant la séance
pour éviter des crépages de chignons, puis qu'il y ait des gens qui se sentent un peu frustrés. Alors, faut pas oublier également que tout au long de l'atelier, vous avez bien tout préparé, vous avez des étapes claires, vous avez un objectif clair, vous savez qui est dans l'audience. Il faut vraiment maintenir le focus sur l'objectif et sur les résultats en validant à chaque fois l'avancement en fait, des activités de la session de travail. Donc ça, c'est vraiment hyper important et c'est pour ça que vous voyez un business analyst qui est multicasquette, parfois c'est vraiment très compliqué de prendre des notes, d'être facilitateur, de donner la parole, de noter les actions à entreprendre, de vérifier au niveau de la gestion du temps qu'on n'a pas décalé, etc. C'est une vraie compétence qui s'acquiert et il est normal de commencer en étant un petit peu perdu, c'est normal. On fait plein d'erreurs quand on commence et même quand on commence pas, je continue d'en faire des erreurs, même si je sais qu'il faut les éviter, je continue d'en faire. Et donc, je vais vous en parler dans cette quatrième partie. Je m'arrête 2 secondes, je vais regarder s'il y a des questions. Ah mince, Philippe, tu me dis que le son est faible et de mauvaise qualité. Alors, je suis désolée. Alors, au pire, il y aura le replay où le son sera de meilleure qualité. Je sais pas comment changer la donne. J'ai mis un micro-cravate. Mais je suis désolée. Alors, si vous m'entendez pas bien, mettez à fond. Et je vois que j'ai d'autres questions. Alors, les autres questions, j'y répondrai à la fin de cette présentation pour pas perdre le fil. Alors, les 9 erreurs à ne pas commettre. La première chose, c'est au niveau de la présentation. Puisque vous allez faire une présentation, de faire un workshop en apnée, c'est-à-dire en déroulant votre plan, vos slides, etc., sans faire suffisamment interagir vos participants. C'est une erreur qu'on fait quand on commence parce qu'on a tout bien préparé et on n'est pas à l'aise en public, et donc en fait on va s'accrocher à ce qu'on connaît, c'est-à-dire à tout ce qu'on a préparé. Donc ça, faites attention, un workshop c'est un atelier de travail. Le but c'est pas de parler tout seul, c'est d'échanger. Une deuxième erreur, c'est le manque de confiance en soi qui va faire qu'on n'ose pas montrer son incompréhension face à un jargon, un processus métier particulier qui est abordé pendant la séance. Le business analyst, il n'est ni expert métier, ni expert en quoi que ce soit, sauf en business analyst, bien sûr. Donc, c'est normal de poser des questions quand vous ne comprenez pas. Il faut pas hésiter à poser des questions. Bien entendu, en regardant la montre, en regardant la gestion du temps. Mais ça, c'est une erreur qu'on peut commettre quand on est débutant. Peur d'être mal perçu ou d'être critiqué, etc. Une troisième erreur, c'est le manque de préparation qui nous conduit à faire qu'on ne sait pas qui est exactement dans notre audience. Et donc, à pas s'adapter aux attentes de l'audience. Est-ce que vous avez des managers, des cadres dirigeants dans l'audience, dans le workshop? Est-ce que vous avez des simples collaborateurs? Est-ce que c'est des gens qui sont juste invités pour parler d'une thématique en particulier, mais qui ne sont pas impliqués dans la solution finale, que ce soit un processus métier ou pas? Est-ce que c'est des gens qui ont l'habitude d'ateliers de travail ou pas? Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai fait des ateliers de travail pour un grand croisiériste. C'est pas un grand croisiériste, c'est un croisiériste. Et en fait, je suis donc montée à bord des bateaux pour faire de l'élicitation auprès d'une audience qui était des marins. Les marins, les ateliers de travail, je peux vous dire qu'ils connaissent pas, ils s'en foutent et leur quotidien, c'est de faire marcher le bateau et tout ce qu'il y a avec, surtout au niveau des croisières. Donc, en tant que business analyst, il va falloir que vous vous adaptiez à ce public-là. Vous n'allez pas leur parler comme si vous étiez un consultant venu de je sais pas où. Non, ça marchera pas. Il n'y aura pas cette notion d'interaction qui est propice à l'échange. Par contre, si vous êtes face à des managers, à des cadres dirigeants qui ont l'habitude de traiter avec souvent des consultants, je sais pas, en management, en stratégie, etc., qui ont l'habitude d'animer eux-mêmes des ateliers ou des présentations, ils vont avoir des exigences très très différentes. Et donc, en fait, il faut que vous sachiez à l'avance quel est votre public pour pouvoir adapter votre atelier de travail à ce public. Ensuite, autre erreur, c'est le manque d'empathie. Alors là, le manque d'empathie dans le sens, comment est-ce que vous êtes perçu par les contributeurs? Et c'est pas pour que vous vous sentiez mal à l'aise, au contraire. C'est important que vous compreniez comment vous êtes reçu en tant que business analyst.
quand j'ai fait plusieurs missions chez plusieurs clients, et à un moment donné, je commençais à bien connaître mes contributeurs, à bien m'entendre avec eux, et j'ai eu une remarque de quelqu'un avec qui je m'entendais bien qui m'a dit: «Ah, tu sais, quand t'es arrivé, pour nous, t'étais l'œil de Moscou.» Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était leur manager qui m'avait fait venir pour des problématiques métiers à résoudre. Et en fait, j'étais pas encore connue et j'avais pas encore noué de lien avec les contributeurs. Et j'étais perçue tout simplement comme propulsée par leur manager pour un petit peu espionner ce qui se passait dans le service, dans les services. Donc en fait, quand vous êtes face à des contributeurs, vous ne savez pas comment vous êtes perçu. Est-ce que vous êtes un énième consultant, si vous êtes prestataire externe, un énième consultant qui leur fait perdre leur temps parce que eux, ils ont des choses plus importantes à faire et on leur demande à chaque fois d'être point focal sur telle ou telle thématique, mais eux, ça finit par les gonfler et voilà, vous êtes le énième qui passe. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va vraiment leur apporter de la valeur, quelque chose de concret dans leur vie professionnelle de tous les jours? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est perçu comme ne comprenant absolument pas leurs problématiques opérationnelles? Ou au contraire, est-ce que vous êtes perçu comme quelqu'un qui est à l'écoute et qui respecte leur savoir-faire? Parce qu'il faut comprendre qu'un contributeur qui se méfie, un contributeur qui a peur, ou qui ne comprend pas ce que vous voulez exactement dans l'atelier de travail, en gros, tout ce qui est émotion négative, eh ben, c'est un contributeur qui ne va pas donner spontanément et pas aisément des informations complètes, des informations fiables, et il sera peu ouvert à une attitude de consensus, vous voyez. Donc c'est vraiment important en tant que business analyst que vous mettiez tout le monde à l'aise pour que l'environnement de l'atelier de travail leur semble pas hostile en fait. Donc ça veut dire qu'ils comprennent bien les objectifs, qu'ils se rendent compte qu'il y a une attitude de non-jugement, que le business analyst est neutre et a une attitude bienveillante, que tout ce qui va être dit pendant le workshop, potentiellement on va leur demander de le relire avant de l'envoyer peut-être à leur manager, parce qu'il y en a certains qui me disaient par exemple: «Ah non, ça tu le notes pas s'il te plaît, c'était entre toi et moi.» Ok, je respecte, pas de problème, moi ça me fait avancer dans ma compréhension du sujet, mais je peux ne pas le mettre dans les comptes rendus de certains workshops. Donc c'est vraiment très très important cette notion d'empathie pour animer un atelier de travail. Après, une autre chose importante, une autre erreur importante, c'est la barrière de la langue en fait. Parce qu'on est business analyst, mais très souvent, on va utiliser l'anglais, c'est vraiment l'anglais qu'on utilise souvent, soit à l'écrit, soit en l'utilisant dans l'animation des ateliers. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas à l'aise. Sachez que vos contributeurs ne seront pas tous à l'aise non plus avec l'anglais. Donc si vous faites un atelier en anglais, parce que vous avez des Français, vous avez des Anglais, vous avez des Espagnols, des Allemands, des Italiens, etc., ce qui peut tout à fait arriver, vous allez tout préparer en anglais. Mais peut-être qu'en face, les gens, ils comprendront pas très très bien, ne serait-ce qu'au niveau de l'accent. Ou alors voilà. Ou alors c'est vous. Peut-être que vous, tout simplement, vous n'êtes pas à l'aise pour l'animation d'un atelier. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Il n'y a pas de honte, quoi. Je veux dire, si vous devez faire un atelier de travail en 2 fois, faire deux ateliers de travail au lieu d'un seul, parce que tout simplement, la barrière de la langue fait que vous ne pouvez pas avancer aussi vite, c'est à prendre en compte. C'est vraiment une contrainte à prendre en compte. Après, vous avez les contraintes de logistique, j'en ai parlé. Faire un workshop en présentiel ou à distance, c'est pas pareil. Donc, c'est des erreurs de penser que quand on est à distance, ça c'est souvent ce que font les managers en ce moment, ils pensent que c'est pas grave. Avec le Covid, on est tous à distance et le business analyst, il va réussir à faire son travail d'élicitation, de recueil des besoins de la même manière. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Quand on est à distance, il y a des choses qu'on fait beaucoup moins bien en qualité parce que la communication non verbale, on la capte pas dans plein de systèmes, voilà, par Zoom ou quoi, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ça peut nécessiter de faire plusieurs séances d'élicitation différentes, de faire des interviews en plus pour creuser certaines choses, de faire, voilà. Donc ça, c'est très important à prendre en compte dans le sens, c'est pas une erreur, c'est oublier qu'il y a des contraintes liées à la logistique. Après, une autre erreur, c'est la communication. Et ça, c'est plus particulièrement la gestion des questions-réponses. C'est un atelier de travail, c'est pas une présentation que vous faites, c'est pas une conférence. Ça veut dire que vous allez poser des questions, ouvrir le débat, chercher un échange entre les contributeurs. Donc, vous allez voir que certains contributeurs vont monopoliser la parole. C'est eux qui vont tout le temps vous poser des questions qui grattent. C'est eux qui vont tout le temps vous répondre. Et en fait, vous pouvez avoir tendance vous-même, du coup, à ne vous adresser qu'à eux, sans vous en rendre compte, quand vous posez des questions. Vous aurez tendance peut-être à oublier qu'il y a d'autres contributeurs dans la salle qui ne s'expriment pas, mais pour autant, ils ont peut-être des tas de choses à dire. Ne serait-ce que, oui, je suis d'accord, parce qu'on cherche un consensus. Donc,
c'est vraiment quelque chose d'important au niveau de la gestion des questions-réponses, de tout le temps regarder qui répond, qui reste silencieux pour aller les chercher en fait. C'est votre rôle de facilitateur et d'animateur. Après, il y a une autre chose qui va de pair, c'est dans la communication, c'est ne pas savoir écouter. Ou alors, vous écoutez, mais vous avez déjà dans votre cerveau un temps d'avance, vous préparez votre réponse, vous écoutez plus en fait. Et donc ça, c'est écouter pour répondre au lieu d'être focalisé sur l'interlocuteur vraiment à l'instant présent pour recueillir tout ce qu'il est en train de vous dire. Il y a parfois des mots assez subtils qui permettent d'ouvrir d'autres débats et c'est vraiment l'objectif des ateliers de travail. Donc, soyez vraiment à l'écoute. C'est une posture qui n'est pas évidente, mais il faut vraiment vous la travailler. Ça, c'est ce qu'on appelle les soft skills, les compétences intrapersonnelles. Et puis, en termes de communication, c'est aussi important de le dire, il ne faut pas que vous preniez personnellement les éventuelles critiques que vous pourriez recevoir en tant que business analyst, les éventuels comportements agressifs ou en tout cas peu coopérants que vous pourriez rencontrer. Face à vous, vous avez des gens, encore une fois, qui ont d'autres problématiques, qui se demandent peut-être ce que vous faites là, si ça menace leur travail, qui ont peut-être des problèmes perso, etc. et qui, pendant un atelier, peuvent se montrer pas agréables. Ne le prenez pas personnellement. Au contraire, ça peut ouvrir la porte sur des besoins non exprimés, cachés, latents. Donc, le prenez pas contre vous, mais au contraire, utilisez-le comme un moyen d'essayer d'identifier les gens qui sont coopérants, sur lesquels vous allez vous appuyer, par exemple, pour de la conduite du changement, et puis ceux sur lesquels vous aurez plus de mal à trouver des consensus, par exemple. Ensuite, une huitième erreur fréquente, donc 12h54, je suis en plein dedans, la gestion du temps. Ne pas gérer le temps d'un workshop, c'est problématique parce qu'il est vraiment très structuré, contrairement à d'autres techniques d'élicitation. Donc là, vraiment, il faut garder le chronomètre. Il faut tout le temps se référer à vos étapes. Et si vous vous rendez compte que vous rentrez dans des sujets qui commencent à être des boîtes de Pandore et que vous en sortez pas, prenez en note et à la limite, ouvrez, dites-leur, on fera un atelier spécifique pour ce sujet en particulier, s'il s'avère qu'il est important. Mais vraiment, gestion du temps, très très importante pour l'animation d'atelier. Et puis, bien entendu, la perte de vue de l'objectif, c'est la 9e erreur qui est fréquente. Vous êtes là pour faire quoi? Pour recueillir une information exhaustive, fiable, de qualité, consensuelle. Si c'est une information exhaustive que vous voulez recueillir, eh ben, il faut vérifier que vous aviez bien fait le tour de la problématique et qu'on ne laisse pas de zone d'ombre. Peut-être que vous allez creuser le sujet plus en détail plus tard, mais vous voulez juste avoir une sorte de checklist pour voir si vous avez fait le tour. Si vous êtes là pour recueillir une information fiable, de qualité sur une thématique en particulier, peut-être que vous allez commencer par vérifier que tous les experts sont conviés et qu'ils ont été consultés. Et sinon, vous recueillez les noms de ceux que vous devriez peut-être interroger ultérieurement. Si votre but, c'est d'obtenir un consensus, eh bien là, vous allez vous muter en facilitateur avant tout. Vous allez donner la parole aux uns et aux autres, essayer de comprendre les problématiques de chacun pour trouver un consensus commun. Donc, l'objectif doit vraiment rester dans votre tête parce que les débats, quand on est nombreux, ça peut vite déraper. Donc ça, c'est vraiment les 9 erreurs que moi, personnellement, j'ai commises, que je continue à commettre de temps en temps. Je veux dire, on n'est pas parfait et parfois on est embarqué dans un débat. Et puis, quand on commence, encore une fois, sur une nouvelle mission, on connaît absolument rien. Donc, on ne sait pas forcément où mettre le curseur dans j'arrête de parler de tel sujet parce qu'il n'est pas important pour mon objectif et je laisse au contraire les contributeurs s'exprimer parce que je sens que ça peut impacter ma solution. Au début, on ne sait pas tout ça, on n'a pas cette capacité-là, ça se découvre au fur et à mesure. Donc, ne vous inquiétez pas si vous commettez toutes ces erreurs, c'est normal. Le but, c'est de progresser et au fur et à mesure de votre pratique des ateliers de travail, de les commettre de moins en moins. Voilà. Je vais passer aux questions. Il est 12h56, donc je vais voir s'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Je m'excuse pour la qualité du son, apparemment, donc c'était pourri. Donc je vous laisserai regarder le replay qui sera avec un son correct. Laïd Mekadrid, je ne sais pas si c'est ton nom, ton prénom, je m'excuse. Quelle est la première étape que vous avez faite pour cartographier les processus chez Airbus? Oui, tu as compris que c'était chez ce constructeur. La toute première étape, ça a été tout simplement la prise de connaissance de l'environnement de l'aéronautique. Je connaissais vraiment rien, mais rien. Donc j'ai commencé à demander à ce qu'on m'explique le jargon métier, comment ça fonctionnait, vraiment de manière stratosphérique pour que je comprenne
au moins quand on parle, quoi. Donc ça, c'est vraiment été la toute première étape. On ne peut pas commencer à cartographier des processus sans comprendre de quoi on parle. Donc c'est une étape que de toute manière vous ferez partout, que ce soit pour être business analyst en système d'information, business analyst métier gouvernance, quand vous connaissez pas le client, ou même quand vous connaissez, parce que là, il faut se méfier, hein, quand vous connaissez, vous avez tendance justement à avoir des œillères, il n'y a pas forcément voir tout. Et c'est bien de se mettre en posture de naïf, de débutant, de stagiaire, d'enfant de 4 ans qui pose plein de questions, parce que c'est là qu'on va trouver les vrais besoins non exprimés, latents et cachés. Quand on connaît trop, a priori, quand on connaît trop un domaine, c'est là qu'on peut manquer de vigilance et oublier des choses. Il y a des points positifs, des points négatifs, mais voilà. Donc ça, c'était ma toute première étape d'élicitation, c'était j'étais donc en technique d'interview, en face à face, avec la première personne qui m'a fait venir sur le projet, hein, qui était manager et donc qui me portait sur le projet, et c'est cette personne-là qui m'a commencé à m'expliquer ce qu'était le contexte. Et après, il y a eu d'autres interviews pour identifier les contributeurs. Sur des problématiques, moi je ne connaissais pas les problématiques. Donc les managers m'ont dit, ben voilà, telle problématique, c'est plutôt tel focal point. En fait, en voyant un petit peu tous les contributeurs, c'est là qu'on se rend compte des périmètres que chacun couvre dans son métier. Et vous voyez, c'est itératif et incrémental, la licitation. C'est pas d'un coup, paf, je fais un atelier de travail et j'ai toutes les réponses. Ça se passe pas du tout comme ça dans la vraie vie. Et si on veut, un chef de projet veut que vous fassiez un seul atelier de travail ou deux, puis où il pense que ça y est, vous avez tout trouvé, vous êtes trop fort, Zorro est arrivé et il est capable de concevoir une solution, eh bien c'est un manager à qui il faut expliquer comment ça fonctionne parce qu'il a tout simplement pas la connaissance. Philippe, tu me dis, il est préférable d'être 2 en atelier de travail, mais dans la réalité, donne-t-on le choix au BA attendu comme le messie d'animation de workshop? Il est délicat d'imposer la fermeture du portable à certains aussi. Alors oui, tout à fait. Effectivement, dans la vraie vie, si tu peux être accompagné d'un facilitateur, c'est très bien. Je l'ai pas. C'est vrai que dans 80% des cas, vous serez seul en tant que business analyst à animer un atelier de travail. Maintenant, comment dire, Philippe, tu dis le business analyst est attendu comme le messie. Eh bien, c'est quelque chose qu'il faut un petit peu faut revenir un petit peu sur terre. Et il faut pas hésiter à être humble, à montrer de l'humilité et à montrer que vous ne savez pas. Et beaucoup de business analysts, comme ils savent qu'on les attend un petit peu comme celui qui va trouver la solution à tout, ils osent pas, ils ont peur, ils ont le syndrome de l'imposteur dont je parle régulièrement. Comme eux-mêmes ils sont pas sûrs d'eux, et ben ils osent pas dire qu'ils savent pas parce que c'est encore pire de montrer qu'on sait pas quand on sait qu'on sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Je sais qu'on n'a pas un disque dur dans le cerveau où on nous télécharge des informations. On est des humains, donc il faut prendre du temps pour connaître le contexte de l'organisation, le contexte extérieur, intérieur voilà, on a besoin de ce temps d'apprentissage et j'hésite absolument pas à expliquer à mes clients qu'il me faut un temps d'apprentissage, de monter en compétence, de même que eux, quand ils embauchent un salarié, ils vont pas lui demander d'être efficace tout de suite. Eh bien, il faut pas penser que, en fait, face à vous, il y a des gens qui sont quand même pas stupides. Et ils savent très bien que vous avez besoin de monter en compétence. Mais si vous osez pas vous-même le demander, ils vont peut-être même pas y penser, ou ils vont penser que vous savez. C'est les non-dits, tout ça. Donc, il faut pas hésiter à être transparent et en atelier de travail, à leur dire, voilà, moi, je connais pas votre domaine métier. Je le dis, honnêtement, c'est un truc que je dis souvent. Je leur dis, je compte sur vous parce que moi, je suis pas experte comme vous. C'est grâce à vous que le projet, il va aboutir. Et donc, j'ai besoin de votre aide. Et je le présente vraiment comme ça. Hein. Je le dis pas juste parce que là, c'est un live entre business analyst, hein, mais je le dis réellement comme ça aux contributeurs. Et en fait, ces gens-là, ils sont plutôt contents parce qu'ils se sentent en position de sachant. On reconnaît leurs compétences, leur expertise. Et ils aiment pas forcément les business analysts qui vont arriver, comme tu dis, comme le messie, qui ont l'air de mieux savoir que eux-mêmes comment la solution doit se présenter pour leur quotidien. Donc au contraire, je pense que de montrer de l'humilité, c'est tout l'inverse. Ça permet de recueillir de l'information de qualité. Après, face à des managers, je peux concevoir que ça soit encore plus compliqué parce qu'il y a la notion d'autorité. Il y a quelques années, j'avais aussi des craintes de montrer éventuellement des lacunes de ma part face au manager. Je suis un peu comme tout le monde. Hein, quand il y a un grand chef face à vous, je sais pas, c'est la notion d'autorité, vous flippez un peu.
Ceux qui ne l'ont jamais vécu m'envoient un mail s'il vous plaît. Mais depuis quelque temps, honnêtement, je n'ai plus du tout cette crainte face au manager parce que je me suis mis dans une posture de conseiller. Et à partir du moment où vous mettez dans l'idée que vous n'êtes pas un sachant, un expert, mais vous êtes un conseiller avisé, franchement, votre manière d'aborder les choses change totalement et l'atelier de travail que vous allez mener, il va être beaucoup plus fluide en fait. Voilà, c'est juste mon conseil, c'est de mettre-vous dans la tête que vous êtes un conseiller avisé et facilitateur. C'est moins stressant que de se dire je dois tout savoir. Merci énormément à toutes et tous d'avoir participé au direct. N'oubliez pas de liker, de partager pour faire connaître un petit peu ma chaîne et mon blog et etc. pour que le plus de business analystes soient au courant des bonnes pratiques de notre métier. La semaine prochaine, je réponds à la question suivante. Quels sont les livrables incontournables en business analyse? Voilà, donc n'hésitez pas non plus à me poser vos questions par mail. Comme ça me permettra de créer d'autres lives qui soient proches de vos questions à titre personnel ou professionnel. Un grand merci, à bientôt et puis voilà, même à jeudi pour ceux qui sont là régulièrement et puis sinon à bientôt pour ceux qui sont sur le replay de YouTube. Ciao tout le monde!